Alain Juppé qui tire sa révérence, le grand débat qui continue avec Emmanuel Macron hier en Gironde face à un public très féminin, et puis des questions de société comme le port du voile quand on fait du sport, comme la majorité pénale et beaucoup d'autres sujets. C'est avec Fiona Lazard que nous sommes ce matin, qui est députée de La République En Marche dans le Val d'Oise. Fiona Lazard, bonjour. Bonjour. Alors hier soir, le président de la République était à Pessac, une réunion, je l'ai dit, avait entouré de beaucoup de femmes, et il y a une femme qui s'est levée, qui a voulu lui tendre un pendentif en forme de gilet jaune cette saison, et il a refusé. Est-ce qu'il a eu raison de refuser, de ne pas rentrer dans ce jeu-là? Oui, je crois qu'il a eu raison de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Nos concitoyens sont libres de porter un gilet jaune, mais ils sont aussi libres de ne pas en porter. Et bien sûr, le président en première ligne. Donc je pense qu'il a bien fait de ne pas porter ce pendentif. Par contre, je crois que ce micro-épisode ne doit pas masquer tout ce qui s'est dit hier soir lors de ce débat. Justement, les femmes sont très présentes depuis le début, enfin un peu moins maintenant d'ailleurs, mais au début elles étaient très présentes. Et des femmes, si ce n'est pas leur faire injure, qui ne sont pas des toutes jeunes femmes dans ce mouvement. Mais parce qu'il y a de profondes inégalités encore aujourd'hui que subissent les femmes dans notre pays. Aujourd'hui, typiquement, est publié un index que doivent publier les entreprises sur les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. On est loin du compte. On est loin du compte. Il y a encore 24% d'inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, de manière générale. 9% qui ne sont vraiment pas expliqués. Même diplôme, même expérience, même âge, même poste. 9% qui persistent de différence de salaire. Oui. Moins de femmes dans les postes de direction. Etc., etc. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que le grand débat national qui a été lancé par le président de la République aborde suffisamment ces sujets? Le grand débat aborde ces sujets. Typiquement, vous l'avez vu hier, un grand débat a été lancé pour les femmes. Il y a également des grands débats dédiés aux familles monoparentales. Ouais. Il y a beaucoup de femmes seules. Il y a beaucoup de femmes seules et aujourd'hui, on se rend compte que ces femmes cumulent les difficultés pour percevoir les pensions alimentaires. Il faut légiférer là-dessus, sur les pensions alimentaires. Je pense qu'il faut améliorer le système. Aujourd'hui, on a un certain nombre de femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui ne perçoivent pas les pensions alimentaires, qui ont du mal à trouver des modes de garde, qui ont du mal à concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Mais sur les pensions alimentaires qui ne sont pas versées par l'homme, ça arrive, le contraire arrive aussi parfois d'ailleurs, mais le plus souvent c'est quand même vis-à-vis des femmes. Est-ce qu'il faut imaginer un dispositif plus contraignant? Je pense qu'il faut imaginer un dispositif plus contraignant. Ça passe par la loi? Certainement. Beaucoup de choses passent par la loi. Après, il faut savoir qu'il y a déjà des dispositifs qui existent et qui ne sont pas toujours utilisés, pas toujours connus. Donc il y a aussi un travail à faire sur l'accès aux droits. Et vous pensez que le grand débat va accoucher justement, précisément, de quelque chose qui sera favorable aux femmes? Je crois qu'il le faut, c'est nécessaire. Vous l'avez dit au président de la République? Nous sommes nombreux et nombreuses à l'avoir dit au président de la République, parce que ce sont des attentes de nos concitoyennes. Vous savez, l'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause nationale du quinquennat. Donc oui, à la sortie de ce grand débat national, il faut que nous puissions renforcer encore l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, je disais que le président de la République était en Gironde, il l'est encore ce matin d'ailleurs, il est avec Alain Juppé, qui, comme je l'ai dit, quitte la vie politique active en tous les cas. Vous le regrettez qu'Alain Juppé quitte la scène? Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il rejoigne le Conseil constitutionnel. Ah bon? Mais bien sûr que c'est une très bonne chose. Oui, mais ça ne sera plus une voix qui comptera dans le débat maintenant. Mais même si sa voix ne compte pas dans le débat, en tout cas, c'est un rôle qui est important, qui va être donné à Alain Juppé. Après, vous savez, je crois qu'on est aussi à une période où les générations changent. Il faut savoir céder la place aux jeunes. Et chacun son tour, j'ai envie de vous dire. Il y a eu une demande de renouveau qui a été exprimée, qui s'est traduite dans les faits. J'en suis la preuve. Et je pense qu'il faut continuer, qu'il faut aller plus loin. Et je crois que Alain Juppé a été un très bon maire, mais qu'il saura donner la place à quelqu'un d'aussi bon. Un bon maire et un bon acteur de la politique nationale? Oui, je pense que la voix d'Alain Juppé... Vous étiez proche de lui? Pas particulièrement à titre personnel, mais je crois que c'est une personne... Vous le connaissez? Pas personnellement, non, mais je crois que c'est une personne politique importante sur la scène nationale, qui a des idées assez proches de celles que nous pouvons défendre sur un certain nombre de sujets. Il y a un certain nombre de convergences, et je crois que c'est une voix qui a pu porter et qui a compté, qui compte encore jusqu'à aujourd'hui. Il a fait son temps donc. Chacun son tour. Chacun son tour. Très bien. Il y a eu une polémique cette semaine sur la marque Decathlon. On peut la citer puisque maintenant c'est
dans le public, qui voulait commercialiser en France un hijab, dit hijab de course. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas un voile qui cache toute la face, c'est quelque chose qu'on porte sur les cheveux, mais qui est quand même assez austère, on va dire. Alors, Decathlon a décidé finalement de retirer à la vente en France ce produit. Est-ce que vous regrettez qu'il l'ait fait ou au contraire vous approuvez ? Alors moi je crois qu'une entreprise est libre de commercialiser ce qu'elle souhaite commercialiser. Et elle est libre également de renoncer à commercialiser quelque chose si c'est dans sa stratégie commerciale. Ce que je regrette profondément, c'est qu'ils aient renoncé, non pas parce que c'est leur stratégie commerciale, mais parce qu'ils ont subi des menaces, des insultes, que leur personnel a été mis en danger. Ce sont les explications qu'a donné le directeur de Decathlon. Et ça, je trouve que c'est vraiment très grave. Voilà, pour moi, le vrai drame, il est là. Vous êtes pour le hijab de course, vous ? Je ne suis ni pour ni contre. Ce que je peux vous dire, c'est que si une femme souhaite courir avec et que c'est commercialisé, qu'elle puisse le faire. Ça ne vous gêne pas ? Ça ne me gêne pas. Beaucoup se sont opposés ou je dirais critiqué, se sont indignés en disant mais la culture française, la France est en train de se faire envahir par cette culture islamique. Oui, moi j'ai une difficulté avec ces termes qui sont quand même très forts. Aujourd'hui, ce qu'il faut combattre, c'est lorsqu'on impose des choses aux femmes. Un voile imposé, c'est inadmissible. On ne doit pas laisser des femmes subir... Il y a une forme de militantisme à porter ce voile quand même, de militantisme islamique. Mais pas nécessairement. Vous savez, il y a la grande majorité des femmes qui portent ce voile, et j'en connais autour de moi, si vous voulez. La majorité de ces femmes, elles le portent, mais pour exercer leur foi à titre personnel, à titre individuel, et non pas pour revendiquer quelque chose. Ah bon ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous en êtes certain en France ? Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, attention, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, et bien sûr que cela peut être instrumentalisé, cela existe, le vous voile ne le niez pas. Non, il ne faut pas le nier, il ne faut jamais nier les difficultés, il faut les voir en face. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même deux sujets, des femmes qui font le choix de le porter pour des convictions religieuses, et de l'autre côté, des femmes à qui on l'impose, et cela, nous devons le combattre en France comme ailleurs. Alors, on va aller plus loin, puisque je sais que vous êtes sensible au sujet d'intégration. Quand on porte ce vêtement, est-ce qu'on facilite son intégration dans notre pays ? Je ne sais pas si on peut dire que ça facilite l'intégration. Ce serait compliqué de dire cela. En revanche, bien sûr, dans les administrations, aujourd'hui, il est interdit de porter un foulard. Je suis d'accord avec cela parce que l'État doit être neutre. C'est la loi de 1905. La laïcité à la française, c'est cela. L'État est neutre. En revanche, la société, elle, n'est pas neutre. Les individus ont le droit d'avoir des convictions religieuses, ont le droit de l'exprimer dès lors qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, dès lors qu'ils respectent la loi tout simplement. Et aujourd'hui, une femme qui souhaite courir avec un foulard sur la tête, eh bien, elle respecte la loi. D'accord. Alors, il y a une personne qui est chargée de tous ces sujets, et notamment de l'égalité homme-femme, femme-homme d'ailleurs, elle préfère qu'on dise comme ça, qui s'appelle Marlène Schiappa, qui est au gouvernement, secrétaire d'État. Vous approuvez son action en général ? Bien sûr que j'approuve son action. C'est une ministre qui est très engagée depuis le début du quinquennat. Et même avant cela, on a passé une loi l'année dernière très importante de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui apporte de nouvelles protections aux femmes. C'est majeur. Le travail qui est fait également avec Muriel Pénicaud sur les égalités au travail. Le travail qui est fait avec Agnès Buzyn sur la politique familiale, notamment pour les mères isolées, et avec Christelle Dubos qui se saisit également particulièrement de ce sujet. On a des ministres. En fait, c'est l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé sur la question, et je crois que c'est une nécessité parce que la politique d'égalité entre les femmes et les hommes est véritablement une politique interministérielle qui touche à tous les pans de notre société. Est-ce que vous êtes d'accord quand, dans une interview qu'elle a accordée récemment à un confrère de la Presse Magazine, Marlène Schiappa faisait des comparaisons, ou une comparaison, entre les marcheurs de la manif pour tous et puis les intégristes islamistes ? Je crois qu'elle est revenue sur ces termes. Pas vraiment. Elle ne s'est pas excusée. Elle a dit que finalement, elle maintenait. Elle dit « j'ai pu heurter, mais je maintiens ».
Je crois qu'il faut faire attention quand on fait ce type de comparaison, parce qu'on parle... Là, vous êtes un peu en décalage par rapport à elle. Je ne sais pas si c'est un décalage, parce que vraiment, elle est revenue sur ce qu'elle a pu dire initialement, et je crois qu'il faut faire attention. Des personnes peuvent exprimer des convictions différentes, qui peuvent se rejoindre à un moment ou à un autre. On le voit entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Hein. De plus en plus, on trouve des convergences entre les uns et les autres. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes personnes qui le font pour les mêmes motifs. Et là, il faut faire attention aux amalgames. Donc vous ne l'auriez pas fait, cette comparaison? Je n'aurais pas fait cette comparaison. D'accord, ok. Un sujet, alors quelques sujets qui sont à l'ordre du jour. La GPA, on parle de plus en plus de GPA éthique aujourd'hui. Alors la PMA, j'imagine que vous approuvez, je dirais, les projets du président de la République dans ce domaine, puisqu'il avait dit qu'il était pour la PMA. C'est un élément de campagne qui a été dit dans le programme, et nous aurons une liberté de vote là-dessus. La GPA éthique, qui consiste pour une femme à porter l'enfant d'une autre femme, ou d'un couple, éthique, ça veut dire selon des exigences qui ne relèvent pas justement de considérations financières. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis très attentive et je pense qu'il faut faire très attention à toutes ces questions-là. Je pense qu'il faut être, il faut être très attentif, qu'on ne peut pas légiférer, qu'il faut légiférer en tout cas avec la main tremblante, comme on dit. Y compris pour la PMA, hein. Je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions avant d'inscrire des choses dans la loi, parce que toutes ces décisions vont avoir un véritable impact sur notre modèle de société, sur sur ce que les équilibres. Les équilibres, ce qui peut en découler demain. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir et essayer de créer un consensus sur ces questions-là. Sur la PMA, par exemple, telle qu'elle a été promise par le président de la République, vous souhaitez qu'il y ait une loi d'ici à la fin de l'année? Moi, je pense qu'il faut prendre le temps qu'il faut prendre sur ces questions-là. Voilà, il n'y a pas de calendrier, pas d'urgence. Alors, Nicole Belloubet travaille aussi sur une éventuelle révision des ordonnances de 1945. C'est tout le dispositif pénal pour les mineurs. Ça ne serait pas une première, hein. Les ordonnances de 1945 ont été plusieurs fois réformées. Est-ce que, d'après vous, il faut mettre sur la table l'abaissement de la responsabilité pénale? Écoutez, qui est à 18 ans. Oui, c'est un sujet qui est très compliqué. Effectivement, ça fait des années et des années que l'ordonnance de 1945 doit être modifiée, qu'elle l'a été avec parcimonie, ici ou là, et que ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a un système qui n'est pas efficace. Est-ce qu'on doit abaisser l'âge de responsabilité pénale? Aujourd'hui, à titre personnel... C'est l'excuse de minorité, hein, on dit. Oui, mais à titre personnel, je ne le crois pas. Après, il faut savoir, encore une fois, peser les pour les contre. À titre personnel, je ne le pense pas. Vous reconnaissez que les adolescents d'aujourd'hui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que ceux des années 50? Bien sûr que ce ne sont pas les mêmes, mais bien sûr qu'il faut apporter aussi des mesures éducatives adaptées à l'âge de ces jeunes. Très bien. On est avec Fiona Lazard ce matin dans les studios du Figaro, et c'est Jean-Baptiste Sémergent qui nous rejoint pour poser vos questions, chers internautes. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Et on a demandé à Fiona Lazard de pousser un petit peu son écharpe pour que le micro soit plus audible. Vous pourrez parfaitement répondre à nos chers internautes. Une première réaction de Xavier. Selon Xavier, vous êtes la seule du gouvernement à lutter contre l'islamophobie. Vous lui répondez quoi? Alors déjà, je ne suis pas au gouvernement, je suis au Parlement. Donc c'est une nuance qui est importante. Et de la majorité. Non, je ne crois pas être la seule. Hier, Julien de Normandie a fait un tweet pour dénoncer les actes islamophobes qui se multiplient ces derniers temps. Hein. On l'a vu avec les insultes islamophobes qu'a pu recevoir Decathlon. On l'a vu avec l'affaire Nocibé hier, où ça a animé Twitter hier, où un humoriste français a reçu des insultes. Enfin voilà, on ne peut pas traiter un musulman d'islamiste, de terroriste, etc., sous prétexte qu'il est musulman. C'est interdit par la loi, il faut le dire et il faut le condamner. Et vous êtes d'accord donc pour qu'il y ait une loi, d'ailleurs il y a un projet dans ce sens, contre la haine sur Internet? Bien sûr, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on a un dispositif législatif pour lutter contre toutes les haines qui est là, qui existe, mais aujourd'hui, la haine, elle se diffuse sur Internet, sur les réseaux sociaux. On a déjà renforcé l'arsenal avec la loi violence sexiste et sexuelle en permettant de condamner le harcèlement en meute, en groupe organisé. Et là, on va aller plus loin avec cette loi contre le harcèlement en ligne. Contre, en tout cas, la haine sur Internet. On change de sujet. Pour Pâques, le gouvernement ne fait pas ses preuves d'autorité envers les manifestants des Gilets jaunes. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pas assez d'autorité? Peut-être deux choses. La première, c'est que
Manifester est une liberté constitutionnelle et donc il faut laisser les manifestations se dérouler, il faut laisser le peuple s'exprimer, exprimer ses revendications parce que pour la grande majorité, elles sont légitimes. Après, il faut être très ferme avec les casseurs et il y en a beaucoup, on l'a vu ces derniers samedis. Il y a des casseurs dans les manifestations, il faut les arrêter, c'est ce qui a été fait. Un grand nombre d'interpellations ont eu lieu, un grand nombre de personnes ont été mises de côté. On a voté en tout cas une loi pour lutter contre les casseurs dans les manifestations, justement pour protéger cette liberté de manifester. Vous comprenez les députés LREM qui ont voté contre cette loi? Alors personne n'a voté contre, certains se sont abstenus parce que en attendant la deuxième lecture, voir ce qui se passerait. Ce n'était pas mon cas parce que je pense que entre la proposition de loi qui est arrivée du Sénat, qui était extrêmement liberticide à mes yeux, et le travail qui a été fait par les députés de la majorité pour encadrer davantage tout cet arsenal, ça a permis d'arriver à un compromis qui est efficace et pour arrêter les casseurs, pour les prévenir surtout, et pour protéger la liberté de manifester. On reste avec les gilets jaunes. Selon principe, il faudrait augmenter le SMIC afin de calmer la gronde sociale. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est une des recettes qu'il faut appliquer, ça? L'augmentation du SMIC. Il faut faire attention avec cela, mais c'est une revendication qui est légitime. L'augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, ce sont des revendications qui sont légitimes. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'en décembre, des mesures d'urgence ont été prises, justement pour les personnes qui travaillent et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Les personnes qui sont au SMIC ou autour du SMIC, pour qui on a augmenté la prime d'activité. Ouais. C'est 800 000 personnes de plus qui perçoivent la prime d'activité depuis ce début d'année et qui vont percevoir environ 100 € de plus par mois, tous les mois. Ça, c'est du pouvoir d'achat, c'est concret, ça va changer la vie de nombreux de nos concitoyens. Et il y a un vrai sujet là-dessus, c'est que cette prime d'activité, ça fait des années qu'elle existe, mais beaucoup de nos concitoyens qui y avaient droit ne savaient pas qu'elle existait. Donc il y a aussi une question d'accès au droit et de recours aux droits auxquels nous avons droit. Vous parlez de concret, on a une question très concrète, en tout cas une réaction, c'est Frédéric qui se plaint du tapage nocturne de personnes qui squattent le trottoir en face de votre permanence à Argenteuil. Est-ce que ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Vous faites partie des députés qui ont été intimidés, agressés, insultés? Non, je n'ai jamais été ni insultée. Alors c'est quoi ce tapage nocturne chez vous? Alors, il y a effectivement des difficultés, mais comme dans beaucoup de centres-villes, lorsque vous avez des commerces, lorsque vous avez... Vous êtes en centre-ville, donc il y a de la vie. Bien sûr. Mais effectivement, ce sont des situations qui sont insupportables pour nos concitoyens, pour les riverains, et il faut apporter des solutions. Très typiquement, à Argenteuil, nous avons la chance, il y a quelques semaines de cela, a été annoncé que nous allons avoir la police de sécurité du quotidien dans le centre-ville. Cette police de sécurité du quotidien, ça va être une police de proximité, une police de quartier pour le centre-ville. Donc oui, elle passera, elle sera active dans ce quartier. Et typiquement, c'est une revendication qui m'a déjà été adressée. Et un policier... Mais il est dû à quoi ce tapage nocturne-là? C'est quoi ça? Ce sont des personnes qui circulent dans la rue, qui peuvent être alcoolisées. Trafic de drogue? Pas de trafic de drogue à ma connaissance, mais je ne suis ni policière ni magistrate. Mais en tout cas, à ce niveau-là, c'est plutôt du bruit, peut-être de l'alcool, mais du tapage, comme il peut exister dans beaucoup de centres-villes. Une dernière réaction qui fait suite à un grand débat auquel vous avez participé, c'est Sébastien qui vous demande ce que vous entendez par valorisation du bénévolat. Alors oui, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, c'est un débat que nous avons eu hier dans le cadre du grand débat avec le Conseil national de lutte contre l'exclusion, qui regroupe un certain nombre d'acteurs associatifs de notre territoire, mais pas que, des syndicats, des personnes concernées par l'exclusion et la pauvreté. Et donc hier a été organisé un débat sur cette question-là. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'il faut réussir à remobiliser nos concitoyens, à s'engager, à leur donner envie. Est-ce qu'il y a une baisse de fréquentation des associations? Bien sûr, il y a une baisse de fréquentation. Pas de fréquentation, mais d'engagement. D'engagement, non, mais je veux dire d'engagement à l'intérieur des associations. Oui, je crois qu'il faut redonner envie. Je crois qu'il faut redonner envie aux gens de... La société est de plus en plus individualiste ou... À mes yeux, peut-être un peu trop. Et je crois que la jeunesse a envie de se mobiliser, la jeunesse a envie de se sentir utile, la jeunesse a envie d'avoir un sens dans ce qu'elle fait. Et typiquement, lorsqu'on crée le service national universel, on redonne
de cette envie. Lorsqu'on met en place des services civiques, c'est la même chose. On remet le jeune, le citoyen au cœur de la société pour qu'il se sente Donc, utile. ce sont les solutions. Efficace. Service universel, national universel, choses comme ça, ce sont les solutions pour ramener les gens. Ce sont des solutions, Dans l'engagement. mais je pense qu'il faut certainement pas se brider. Il faut donner envie. Et de la même manière, hein, en politique, il faut donner envie aux gens de faire de la politique. À tous les étages, en fait, il faut donner envie à nos concitoyens et en particulier aux jeunes de s'investir, de s'engager, de se mobiliser pour leur avenir. Vous regrettez qu'il n'y ait pas une liste gilets jaunes aux européennes? Pas de regret, ils sont libres de faire ce qu'ils souhaitent. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est arrêté, puisqu'il y a eu des allers-retours ces dernières semaines. Mais je pense que ce serait une très bonne chose qu'il y ait une liste gilets jaunes. C'est un mouvement populaire. Un mouvement populaire, s'il veut s'installer et défendre des idées, des valeurs, il faut qu'il s'organise politiquement. On était avec Fiona Lazare ce matin dans les studios du Figaro. Merci de vos réponses à toutes nos questions. Merci Jean-Baptiste Sémerjian. Merci aux internautes. De vous être fait l'interlocuteur de nos internautes. Et puis à lundi, si vous le voulez bien.